Bonjour à tous, merci d'être déjà présent à notre fameux webinaire sur les thermopompes avec Natacha Dani. Simplement vous mentionner qu'on va commencer dans environ 2 à 3 minutes, là, fait que merci encore de votre patience et de votre intérêt envers le webinaire sur les thermopompes. Donc ça sera pas bien long, on va commencer vers midi et 2 et 3 environ pour laisser les gens rentrer dans la salle. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, je mentionne qu'on va commencer dans environ 2 à 3 minutes le webinaire. On va commencer vers midi et 2, midi et 3 environ pour les gens qui viennent d'arriver. Est-ce qu'on est prêt à commencer, Natacha? Oui, mais prêt à commencer. Parfait, super, on va commencer. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui avec nous sur le webinaire sur l'ABC des thermopompes et comment les intégrer de manière éclairée dans vos projets de serre. Donc, aujourd'hui, avec Natacha, on va parler vraiment là, de tout ce qui est, c'est quoi vraiment le thermopompe, les avantages, les coûts, des exemples et tout ça, là, et tout ça. Donc, aujourd'hui, je me présente, Maxime Villemer. Je vais être votre modérateur tout au long du webinaire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez, peu importe par la suite, des interrogations, peu importe. Je vais envoyer aussi des liens pour que vous pouvez prendre un rendez-vous avec Natacha si vous avez des questions par la suite ou peu importe. Ou si vous avez des questions aussi après le webinaire, on va ouvrir une fenêtre. Là, on va pouvoir ouvrir votre micro. Vous pouvez l'écrire dans le chat et on va répondre à toutes vos questions concernant les thermopompes ou autres concernant les serres. Là, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, sans plus attendre, Natacha, la parole est à toi. Donc, merci d'être présente à ce webinaire sur les thermopompes. Ça fait longtemps que je trouve que ça peut être pertinent de l'aborder le sujet parce que c'est sur toutes les lèvres en ce moment dans l'industrie des serres, les fameuses thermopompes. Donc, je vais commencer par partager mon écran et puis je vais commencer à vous poser déjà une petite question de voir de quel milieu vous venez. C'est quoi votre nom, puis peut-être le nom de votre projet. Donc, pendant que je partage mon écran. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran?
Oui, tu vas pouvoir mettre ton écran Oui, en je mode suis en train diaporama. de le mettre. Parfait. C'est bon? Oui, c'est parfait. C'est intéressant aussi de savoir peut-être si éventuellement vous avez des projets puis vous envisagez de vous tourner vers les thermopompes. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à mentionner dans le fil de la discussion. Donc, je n'ai pas vraiment accès à la discussion. En ce moment, je vois mon écran là, qui est partagé, mon PowerPoint. Mais Maxime, ça a l'air de quoi de ton côté un peu? On peut commencer, là, il y a Oui, pas de OK. problème, là. Oh, Parfait. Donc, en fait, ça ici, c'est notre plan de présentation, l'objectif du webinaire à propos de l'expert qui étudie l'avenir avec TC, c'est quoi les thermopompes, des exemples de projets. Donc, le but n'est pas nécessairement que vous repartiez avec tout de suite une solution clé en main par rapport à un projet que vous aimeriez avoir sur les thermopompes, mais de commencer à comprendre un peu mieux, puis à déchiffrer, puis à démystifier cette technologie-là, voir les avantages, voir les défis. Puis aussi voir un peu comment ça fonctionne, puis peut-être s'inspirer de certains projets au Québec. Donc, l'objectif de la séance, c'est aborder la technologie thermopompe, puis bon, j'en ai parlé précédemment, explorer différents projets, découvrir les sources de financement disponibles. Ça, je pense que c'est important aussi de l'aborder. Donc, ben, juste parler de moi rapidement. C'est ça, je travaille comme experte conseil pour TC, fabricant de serre, en lien avec l'efficacité énergétique puis la production horticole. Donc, je suis horticultrice de formation, puis je suis également chargée de cours à l'UQAM en lien avec le certificat des ressources énergétiques durables. Donc, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'efficacité énergétique des serres. J'ai été mandatée sur différents stages à voir comment on peut se servir des énergies renouvelables, comment on peut diminuer la consommation d'énergie. Donc, je fais ça pendant ma maîtrise. Puis, j'ai été auxiliaire d'enseignement avec mon directeur de maîtrise au laboratoire des énergies renouvelables. Et puis, j'expliquais, grosso modo, le fonctionnement des thermopompes aux étudiants. Donc, on parle de 2012 à 2016. Et je m'intéressais beaucoup au potentiel des thermopompes déjà en serre. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de voir qu'on en est rendu à en parler, à avoir des aides financières pour ça, puis à appliquer de plus en plus la technologie des thermopompes pour les serres. Donc, juste rapidement, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la production des fruits et légumes est quand même importante au Québec. Les ventes sont en augmentation. On a des légumes qui sont plus ou moins énergivores par rapport à d'autres. Et puis, on a, par exemple, des légumes qui sont plus énergivores qui représentent une grosse partie de notre marché de production en sac. Donc, c'est intéressant de regarder ici comme ça toute l'information. Et nous, en fait, ce qu'on veut en donnant de l'information, puis en vous permettant de vous outiller, c'est vraiment de vous aider à diminuer les coûts de la consommation en lien avec l'énergie pour vos serres, puis en même temps aussi de voir à réduire notre impact environnemental. Donc, c'est quand même important. Donc, on se rend compte qu'on pourrait réduire de beaucoup les émissions de gaz à effet de serre, augmenter le rendement, voir quelles sources d'énergie sont les plus pertinentes, puis comment on peut faire preuve d'efficacité énergétique. Donc, c'est vraiment des approches qui sont éco-responsables qui vont être mises de l'avant de plus en plus dans les différents projets. Et puis, le gouvernement tend à vouloir encourager les producteurs à aller dans ce sens-là. Donc, si on regarde par rapport aux thermopompes, ben, en fait, c'est un des appareils qu'on considère les plus éco-énergétiques. Ils fonctionnent à l'électricité. Nous, ici, on a l'occasion d'avoir une électricité qui est dite propre, une énergie propre, puis accessible et renouvelable. Donc, la thermopompe permet en fait de réchauffer, de chauffer un milieu, de le refroidir, le déshumidifier. On ne sait pas un producteur de chauffage, mais ça permet d'aller capter la chaleur et puis la transférer dans un environnement, de la prendre d'un milieu et la transférer vers un autre. Donc, c'est intéressant et puis ça permet de vraiment avoir différentes utilités. Puis souvent, les modèles qu'on va voir qui sont mis de l'avant, c'est des modèles qui sont aérothermiques ou géothermiques. Donc, on peut aller chercher, puiser la chaleur de différents milieux, que ce soit de l'air, de l'eau ou du sol. Donc, c'est quand même intéressant, puis c'est assez polyvalent.
Donc, on dit selon la BDC, ben, l'énergie qui est utilisée pour le chauffage des bâtiments est à l'origine de 13 des émissions de gaz à effet de serre en 2021. C'est sûr que le chauffage, c'est la portion la plus importante. Quand on regarde, par exemple, on regarderait une tarte entière, ben, la portion chauffage serait la plus grosse pointe de tarte. Donc, c'est sûr que ça a un impact à avoir au niveau de l'environnement. Puis on dit qu'en se convergeant vers la biomasse puis l'électricité, on pourrait aider à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Et puis la thermopompe qui fonctionne à l'électricité serait une solution vraiment pertinente à mettre davantage de l'avant et à faire connaître. Donc, on dit que c'est intéressant à employer si le retour sur investissement est considéré dans les 5 ans ou moins, pour avoir parlé à différents producteurs, puis un de nos clients notamment qui est un producteur pour la coop pied de céleri, lui envisage son retour sur investissement dans un délai de 3 ans. Et je regardais différentes études en lien avec l'application des thermopompes, on parlait que c'était intéressant dans un délai au moins de 5 ans. Donc, il faut considérer que c'est intéressant quand on emploie les thermopompes de penser à avoir un chauffage électrique, d'avoir accès à l'électricité. Puis c'est sûr que plus on se tourne vers une solution, bien plus qu'il peut y avoir une pression à certains niveaux. Donc, c'est sûr que ça a une demande quand même importante sur l'hydroélectricité. Puis, la thermopompe, c'est un axe majeur du plan pour une économie verte en 2030. On s'est rendu compte que vraiment, ben, ça avait un potentiel très, très, très intéressant et d'autant plus pertinent. Donc, ceci étant dit, c'est sûr que quand on se tourne vers une technologie plutôt qu'une autre, ben, il faut quand même penser à avoir, vérifier, ben, est-ce que c'est pertinent dans notre contexte? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Est-ce qu'on a l'expertise locale aussi? Puis de voir est-ce que les caractéristiques qui favorisent la présence puis l'implantation de cette technologie-là sont favorables. Donc, le fonctionnement, ben, plus précisément, c'est le transfert d'énergie assuré par un évaporateur, compresseur, condenseur, un étendeur. Donc, c'est différents appareils qui vont permettre que vraiment on puisse rencontrer les objectifs de notre thermopompe. On a un flux de frigorigène qui va circuler dans des serpentins. On a des fonctions réversibles. On a des technologies. Cette technologie-là est adaptable au système de chauffage, ventilation, climatisation. Et on a des capteurs extérieurs, des émetteurs dans un milieu, par exemple, à chauffer. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne. Ici, comme ça, on a vraiment notre système, mais grosso modo, si on pense capteur extérieur, on voudrait aller chercher la chaleur soit dans l'air, l'eau ou le sol. Cette chaleur-là, par exemple, serait distribuée à travers un module extérieur où on a un ventilateur, puis où la chaleur qui est récupérée va vers un fluide frigorigène qui circule dans un système de tuyauterie à basse pression. Donc, une fois que la chaleur est récupérée, ben, elle se trouve à finalement se retrouver à l'état gazeux. Et on va aller emmener ça vers le compresseur qui, lui, va vraiment compresser le gaz de manière à le chauffer une seconde fois pour éventuellement avoir un gaz qui est à haute pression. Et puis, une fois que la chaleur va pouvoir être libérée de ce gaz-là à travers, par exemple, l'air ou l'eau dans un réseau d'un système de radiateur, bien ça va venir chauffer la pièce. Donc, les émetteurs dans l'habitation, par exemple, bien, ça peut être dans la salle, on parle radiateur, plancher chauffant, ventilo-convecteur. Et une fois que c'est relâché, bien, c'est sûr que le gaz va voir à se refroidir et à devenir davantage liquide. Et on va vouloir le rendre encore plus froid en le faisant passer par un détendeur. Et on va avoir un cycle qui va recommencer éventuellement. Donc, c'est quand même une technologie qui est intéressante à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le compresseur qui, lui, va venir quand même consommer le plus d'énergie, mais c'est intéressant parce qu'il faut penser que les thermopompes ont un bon coefficient de performance, en fait, très, très, très intéressant. Et le cycle peut être inversé. Donc, on peut vraiment chauffer un environnement, mais on peut aussi le refroidir, puis on peut aussi déshumidifier l'environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est polyvalent, le système de thermopompe. Donc, les avantages, ben, c'est intéressant et pertinent dans un contexte où on met de l'avant l'hydroélectricité comme nous. C'est un bon coefficient de performance, on dit le plus élevé. Donc, quand on parle de coefficient de performance, c'est la quantité d'énergie qui est utile, qui est fournie à l'appareil, versus la quantité d'énergie pour le faire fonctionner. Donc, on parle d'une efficacité énergétique qui est élevée, bonne performance, bonne polyvalence.
On a une diminution des pointes de consommation. Donc, quand vraiment la demande est importante, ben là, on a une diminution. Puis, ça peut avoir un impact intéressant sur la facture d'énergie également. Donc, c'est toujours un enjeu pour les producteurs qui doivent chauffer les bâtiments de serre. Donc, on a une diminution de l'empreinte carbone. Hein. De plus en plus, on se tourne vers une approche où on veut décarboniser l'économie québécoise à différents niveaux. Donc, on parle déjà d'atteindre certains objectifs en 2030, 2050. Et vraiment, la thermopompe fait partie des solutions pour aider à la décarbonisation. Donc, on dit aussi que c'est plus efficace que certains appareils similaires à combustion parce que l'énergie perdue en chaleur résiduelle, ben, elle n'est pas là dans ce cas-ci. La technologie s'adapte au système en place, puis on a un tarif préférentiel qui est intéressant, puis ça encourage les gens à se tourner justement, les producteurs vers ce type de technologie-là. Puis on a les programmes d'aide financière aussi qui vont aider. Donc, ce qui est pertinent de penser, c'est que on est dans une espèce de momentum où on met de plus en plus l'accent sur l'aide financière parce qu'on sait que c'est quand même des coûts supplémentaires qu'on démarre un projet ou qu'on soit à vouloir éventuellement bonifier un projet au niveau de la consommation d'énergie, mais ça reste qu'il y a des coûts à ça. Et le gouvernement est enclin à vouloir aider à cet effet-là. Hydro-Québec a différents programmes, on pourra en reparler tantôt. Donc, on a souvent parlé d'électricité additionnelle, où dans le fond, on dit que la puissance appelée dépend des équipements installés dans la serre. On dit que si on possède des équipements destinés à l'éclairage de photosynthèse ou chauffage, puis des appareils comme des pompes d'irrigation, des humidificateurs ou autres, ça peut faire en sorte d'entraîner des appels de puissance d'au moins 50 kW. Donc, ce qui est important de penser, c'est que il y a des moments où justement on peut bénéficier de ces de tarifs préférentiels, mais il faut quand même voir à certains moments d'être capable de réguler la consommation d'énergie, notamment pour le chauffage et puis pour l'éclairage de photosynthèse. Et c'est sûr que il faut voir quelles avenues sont pertinentes pour nous. Et moi, je suis bien fan des thermopompes, puis je crois beaucoup en ça, mais je ne pense pas que ça soit dans notre environnement la solution qui soit nécessairement la seule à mettre de l'avant. Il faut vraiment pouvoir coupler les thermopompes avec d'autres systèmes. C'est vraiment important. Si quelqu'un vous dit que ben, c'est uniquement la seule solution à mettre en place, prenez les gens à votre cou. C'est vraiment important de penser qu'il faut venir combler avec d'autres systèmes. Puis les gens qu'on voit implanter les thermopompes ont généralement aussi d'autres types de systèmes pour les aider à pouvoir conserver des températures intéressantes pour les serres. Mais ça reste qu'il y a quand même des aides qui sont pertinentes et qui sont mises de l'avant. Il y a des défis, des problèmes. Si on parle que ce soit des thermopompes qu'on est habitué de voir plus standard ou pour les serres, ben, ça reste que il y a la gestion de pointe qu'il va falloir considérer éventuellement parce que ça crée une pression sur le réseau d'hydroélectricité. Il va falloir quand même être créatif dans notre façon de pouvoir s'approvisionner en électricité. Il va falloir aussi voir que ben, si la demande énergétique est plus importante, puis que c'est un fonctionnement, que le fonctionnement de la thermopompe est à plein régime ou presque, ben, la demande énergétique est plus importante. Il y a l'entretien qui est important à effectuer pour réduire la demande énergétique, que ce soit pour rapport à l'installation de la serre. Ça reste que quand on se sert de système, ben, il faut vraiment que l'environnement soit propice à prévenir les pertes thermiques ou à favoriser peut-être une approche où ben, on a moins besoin de faire de la ventilation. Donc, le solaire passif, tant qu'à moi, est vraiment une solution qui est intéressante. Il faut considérer son environnement, il faut considérer le bâtiment. Ça, c'est les deux choses qui sont primordiales avant même de penser au système. Donc, les systèmes, oui, sont là pour venir appuyer, pour venir rencontrer les conditions climatiques idéales dans la serre, mais il faut être capable aussi de penser au bâtiment, puis aussi à l'environnement, puis avoir des gains solaires qui sont intéressants pour chauffer gratuitement en partie la serre. Donc, ce qu'il faut penser aussi, c'est que le thermopompe pour y revenir mais plus lent pour atteindre certaines conditions requises. Donc, j'en parlais à différents producteurs. Donc, propane, gaz naturel, c'est quand même assez rapide. On peut atteindre une certaine température rapidement, mais la thermopompe prend un peu plus de temps. Puis aussi, ben, il faut penser tout le temps qu'il y a différents enjeux qui peuvent être le climat de la région, le coût du service public, l'accès au triphasé, puis l'ampleur des rénovations pour des projets qui seraient déjà existants.
On a également aussi possibilité d'avoir des problématiques au niveau de la ventilation, les bris, fusibles, câblage, fuite, le fait des drains qui sont bouchés, sur d'évacuation bouchée, gel de l'évaporateur, pompe de condensation. Donc, il peut y avoir aussi différents défis au niveau des appareils. Il peut y avoir, par exemple, une nuisance au niveau du bruit. Tableau électrique, ben, ça peut être une problématique dans certaines circonstances. Il peut y avoir des troubles dans l'appel de puissance. On a un client chez TC qui l'a rencontré, qui avait intégré une thermopompe à un projet, puis ça a été une problématique qu'il a rencontrée à cause de son emploi avec les thermopompes, puis différents autres appareils là, dans la salle qui requièrent de l'électricité. Puis, ben, parfois, c'est la main-d'œuvre qui était technique, qui était difficile à trouver, surtout si on se trouvait en région éloignée. Donc, ça pouvait peser dans la balance. Puis, je pense que c'est important de prendre connaissance de ce qu'il y a autour de soi comme offre de service, puis de le considérer. Aussi, quand on implante une technologie, que ce serait thermopompe, biomasse ou autre, je pense que c'est important d'être en mesure de pouvoir penser l'implantation, que ça se fasse bien, puis après ça, le service après implantation, puis aussi l'entretien. Donc, c'est super important. Ne pas avoir investi dans quelque chose, comme vos bailleurs de fonds ou les programmes, ne pas avoir investi dans un projet, mais finalement, ben, au niveau de l'entretien, ça devient un arrière. Donc, important de penser à ça. Scénario applicable pour la culture en serre, ben, on a aérothermique, géothermique, puis ça peut être géothermique couplé avec un réservoir d'hydroaccumulation. Donc, si on regarde thermopompe aérothermique, ben, dans le fond, on voit un peu un fonctionnement ici. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Vous allez avoir accès euh, à la présentation par la suite, mais grosso modo, on va aller récupérer la chaleur de l'air pour éventuellement la redistribuer dans l'air du bâtiment. C'est important de penser qu'on peut aller chercher jusqu'à moins 273 degrés Celsius l'énergie dans l'air. On peut aller chercher une chaleur qu'on va pouvoir se servir. Donc, même si on va capter la chaleur dans un environnement qui est plus froid, qui est en température négative, on peut quand même y trouver son compte. Donc, on dit par rapport à la thermopompe aérothermique, c'est ça, le transfert de chaleur de l'air extérieur dans le bâtiment, possibilité d'évacuer l'air chaud aussi de ce dernier vers l'extérieur si on veut être en mode inversion, puis penser à climatiser. Donc, il y a un coefficient de performance qui est intéressant, qui est peut-être moins élevé qu'en géothermie, mais c'est quand même intéressant. Ce qu'il faut penser, par exemple, c'est que la température est non stable à l'extérieur, puis ça peut jouer parfois dans l'équation, dans les choix. Ça s'adapte par contre, puis c'est quand même intéressant. Puis, ça peut être vraiment très intéressant, même au niveau des coûts. Puis, il y a différents projets déjà qui existent avec cette approche-là. Donc, on peut des fois même se référer auprès des producteurs qui ont mis de l'avant cette approche-là et se renseigner. Donc, c'est important de penser qu'il y a une température minimale de fonctionnement en dessous de laquelle ben, la thermopompe n'est pas très, très efficace ou ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que ben, c'est une température qui est entre moins 15 puis moins 25. Souvent, on regarde les fiches techniques, ça va pouvoir vous indiquer ça, mais c'est toujours intéressant de regarder dans la pratique puis de voir ce qui s'est fait, puis de voir ben, réellement qu'est-ce qu'on peut aller chercher en allant choisir tel ou tel modèle de thermopompe. Puis, ça peut être intéressant de considérer le préchauffage de l'air d'un espace pour défier la température minimale de fonctionnement. Donc, notre client, justement, au niveau de la coque du pied de céleri, a fait un abri pour cette thermopompe extérieure. Et c'est une façon d'aller, si on veut, stresser moins la thermopompe par les aléas climatiques, mais en même temps aussi de peut-être aller chercher quelques degrés supplémentaires. Donc, moi, personnellement, il me vient plein d'idées en tête quand je pense au préchauffage. Je pense, par exemple, je sais pas, à certains abris. On peut peut-être y aller avec du solaire thermique, on peut y aller avec différentes approches, mais c'est toujours de faire peut-être l'évaluation, de dire, ben, est-ce qu'on est vraiment gagnant selon le scénario qu'on veut mettre de l'avant, puis finalement, est-ce qu'on consomme davantage ou pas? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir, mais ça, c'est des réflexes à développer. Puis c'est de ne pas penser toujours en la pensée magique. Puis je pense que c'est intéressant de faire la simulation des scénarios avant d'opter pour vraiment une solution finale. Puis je pense qu'il faut être en mesure aussi d'adopter des solutions qui sont évolutives dans le temps. Il ne faut pas être pris, si on veut, au piège puis à la gorge. Donc, ici, on voit comme ça la thermopompe aérothermique, le dessin ici comme ça.
Donc, fluide frigorigène chaud, fluide frigorigène froid. Je ne retournerai pas sur l'explication de comment ça marche, mais c'est un dessin qui est supplémentaire. Thermopompe géothermique, ici, ben, c'est intéressant. On prend, dans le fond, la chaleur du sol. Ça pourrait être aussi également de l'eau. Et ben, ça permet de chauffer des bâtiments. Et puis, c'est intéressant parce que la chaleur au niveau du sol est quand même relativement stable. Et généralement, ce type de thermopompe-là a un coefficient de performance qui est plus élevé. Donc, on répond ici comme ça avec la géothermie. Thermopompe géothermique a un besoin de chauffage, climatisation aussi selon les saisons. On a un réseau de capteurs qui est au niveau du sol qui va aller capter cette chaleur-là. Le coefficient de performance est plus élevé que pour les thermopompes aérothermiques. Puis, on dit que ça s'adapte à différents systèmes pour la diffusion de la chaleur. C'est intéressant parce qu'on peut aussi avoir différentes approches pour la géothermie, pour les thermopompes géothermiques. On peut avoir des capteurs qui sont horizontaux ou verticaux, tout dépendamment de l'environnement. Donc, les boucles verticales, ben, ça peut être un réseau ouvert ou fermé. Et puis, ce qui est intéressant de penser, c'est que tout dépendamment de l'environnement, on peut avoir on va le voir plus loin, mais on peut avoir peut-être des approches qu'on va privilégier. Verticalement parlant, ça serait intéressant, par exemple, dans un milieu densifié. On peut penser notamment à la maison pas maison du 21e siècle, mais maison de développement durable au centre-ville, qui fonctionne notamment avec des puits verticaux. Eux, c'était pertinent parce qu'ils n'avaient pas vraiment la possibilité ou le luxe de vraiment excaver à l'horizontale. Ça prend quand même plus d'espace, ça occupe plus d'espace. Et puis, ben, eux ont été à la verticale. Donc, l'excavation plus profonde, mais pouvait se permettre de se tourner vers cette approche-là. Puis, ben, c'est pertinent pour un milieu urbain densifié. Horizontal, c'est intéressant quand on a de l'espace, terrain vague ou autre, quand on est, par exemple, en zone rurale. Puis, c'est sûr que les coûts vont changer par rapport d'une approche à une autre. Donc, peut être intéressant, c'est de considérer l'environnement immédiat, puis vraiment de caractériser, anticiper l'application de la géothermie pour des quartiers avec une mixité d'usage. Ça pourrait être intéressant de voir ce que votre projet peut se faire profiter davantage d'acteurs que juste votre projet à vous. Peut-être créer des grappes de serre autour d'un réseau, que ce soit en milieu rural ou urbain, tout dépendamment de ce que vous décidez de faire. Mais sinon, ça peut être d'avoir, par exemple, vos serres qui seraient alimentées avec les thermopompes, puis d'avoir, ben, par exemple, des bâtiments aussi connexes comme des garages ou autres installations. Tant qu'à vraiment se lancer dans l'aventure, aussi bien peut-être en profiter au maximum, mais c'est sûr qu'il faut toujours faire valider le scénario avant. Puis, des fois, on peut avoir fait l'étude de son environnement puis se rendre compte que le projet va être difficilement exécutable. C'est le cas, par exemple, j'en avec les gens à l'ITAQ. Ce qu'on m'expliquait, c'est ça, c'est qu'ils avaient mis de l'avant un projet de thermopompe géothermique avec des puits horizontaux. Vous avez quand même un bon espace pour ça, mais finalement, en excavant, ils se sont rendus compte que ça serait difficile, donc le projet a dû avorter en cours de route. C'est sûr que aussi, ben, on peut se permettre de penser à aborder peut-être des quartiers nourriciers, favoriser des réseaux de chauffage urbain, mettre de l'avant les énergies renouvelables. Ça peut être, par exemple, je vous avais dit que ça peut être important de considérer l'environnement. Ben, peut-être qu'on peut favoriser des quartiers solaires passifs. Donc, intégration aussi des panneaux photovoltaïques pour l'électricité. Solaire passif, ce serait plus pour le réchauffement gratuit des locaux avec l'énergie solaire. Donc là, on va regarder au niveau de l'urbanisme. D'ailleurs, j'ai sorti un article là-dessus dans le magazine La Maison du 21e siècle, comment on peut penser les villes en fonction de favoriser le solaire passif, mais ça pourrait être intéressant pour des bâtiments comme des serres ou autres, pour différents usages, mixité d'usages. Mais c'est ça. Favoriser les quartiers solaires passifs, favoriser un aménagement solaire passif, ça peut être intéressant. Puis, mettre l'accent sur l'efficacité énergétique, puis d'avoir davantage de programmes pour faire la rénovation des bâtiments, ça serait intéressant. Ça permettrait aussi, me semble, d'avoir plus envie d'accueillir des technologies de pointe comme ça aussi. Donc, pour revenir au captage horizontal au sol, ben, c'est peu coûteux, on dit, parce que le forage est superficiel, il n'y a pas trop de gros travaux. Les capteurs dans le sol sont moins profonds que pour des projets verticaux.
On dit que la superficie est plus importante que le puits vertical. On dit 1,5 fois la superficie du site à chauffer. Ben, il va falloir penser excaver quand même une superficie plus importante, donc 1,5 fois. Et souvent, ça va être zone rurale ou industrielle, ça peut être terrain vague, etc. Donc, peut-être que certains terrains en milieu urbain pourraient s'y prêter, mais il faut vraiment faire quand même une certaine évaluation. Mais souvent, ce type de captage horizontal-là en géothermie, ben, ça va être davantage pour la zone rurale, des gens qui ont des très grands terrains. Captage vertical, ben, c'est une solution intéressante pour les petits terrains, milieux urbains densifiés, forages plus profonds, les coûts plus importants, quoi qu'il y a un retour quand même intéressant au niveau de tout ce que ça nous permet de gagner. Là, le coefficient de performance est quand même intéressant pour ce type d'approche-là. Donc, ça serait après ça de peut-être pouvoir comparer là, les coûts puis de voir c'est quoi le retour sur investissement. D'ailleurs, à l'université à l'UQAM, au certificat, on enseigne le logiciel RedScreen où on peut autant travailler sur des scénarios de base, puis après ça, le scénario des cas proposés, puis de dire, ben, l'isolation, est-ce qu'elle nous permet de faire des économies? Production de chaleur, production d'électricité, ça peut être même récupération de rejets thermiques, puis de la valorisation de ces derniers-là, ben, c'est de voir est-ce que notre scénario qu'on veut proposer tient la route au niveau économique et c'est quoi, dans le fond, les risques associés à ce genre de projet-là. Et aussi, c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre qui vont être diminuées quand on va avoir un cas proposé par rapport à un cas initial. Donc, c'est pas intéressant et puis on peut quand même réussir à aller chercher certains résultats qui peuvent nous permettre d'être une aide à la prise de décision. Donc, je parle comme ça, mais RedScreen, c'est un logiciel qui est intéressant. Mais si on revient à notre captage vertical au sol, on peut avoir des capteurs qui vont aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. En fait, c'est vraiment avec la firme d'ingénierie, puis avec les fournisseurs que vous allez pouvoir établir ces informations-là. Mais c'est ça, efficacité importante, moins de fluctuations de température, fonctionne en boucle fermée généralement. Ici, on a des captages dans le sol, on voit horizontal, vertical. Puis ça, ici, ça serait au niveau de captage sur eau de nappe. Nappe phréatique, si on le voit moins souvent, on va voir plus ces deux approches-là, puis celle-là qui va être privilégiée, la première, en fait, par rapport aux deux autres. Par rapport sur nappe phréatique, on dit que c'est pour avoir une présence d'une nappe phréatique, c'est un type OO, température stable entre 8 et 12 degrés Celsius. Coefficient de performance qui est vraiment intéressant, là. Et puis, ça fonctionne en boucle ouverte. Donc, il y a des coûts supplémentaires relatifs à l'étude du site, terrain puis la nappe. Donc, on vient ajouter un niveau de complexité, mais de manière générale, je vous suggère de vraiment bien faire étudier votre projet. Puis, de toute façon, vous allez être redevable par rapport au genre de projet que vous devez faire. Il va y avoir de l'information à fournir. Ça va de soi. Donc, il y a toujours une étude à faire, mais c'est sûr que peut-être la nappe peut ajouter aussi un niveau de complexité supplémentaire. Si on a les réservoirs d'hydroaccumulation, bien, généralement, c'est relié à un système de chauffage radiant eau chaude. Batterie thermique, ça va servir de batterie thermique, puis ça va être combiné à une thermopompe. Donc, on va voir un projet justement où on a une batterie thermique qui permet de réduire la puissance électrique des équipements. Puis, c'est quand même intéressant comme approche, puis d'avoir des approches couplées comme ça. Et on a le programme là, Volet agriculture, solutions efficaces d'Hydro-Québec qui favorise ce genre d'approche-là. Donc, c'est important de considérer, ben, nous sommes des besoins énergétiques, l'environnement, puis ses caractéristiques. Caractériser vraiment l'environnement où vous voulez implanter votre projet, avoir une compréhension de vos besoins aussi, c'est important. Peut-être essayer de voir à pousser éventuellement les municipalités à adopter davantage une pratique vers un urbanisme, un aménagement solaire passif, développer certains quartiers, puis même en région, se tourner vers certaines approches qui vont un peu plus dans ce sens-là. Mettre en place des mesures d'efficacité énergétique aussi pour s'assurer vraiment d'avoir un meilleur rendement de ces appareils. Donc, isolation, étanchéisation des bâtiments, c'est important. Pour une serre, ben oui, on peut isoler certains murs, on peut cloisonner, on peut décider que l'environnement
où on fait notre production ne sera pas toujours chauffé aux mêmes températures. Puis ça, c'est en fonction peut-être des besoins du moment, mais aussi des différents types de cultures. Puis on peut aussi isoler sur le périmètre la serre au niveau du sol, au niveau de la fondation. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, mine de rien, même s'il y a quand même beaucoup de pertes thermiques qu'on peut aller chercher là, dans une serre à cause de son revêtement. C'est sûr, réduction des besoins énergétiques, si possible, ben, c'est toujours de regarder puis de voir ben, est-ce que la façon qu'on fait fonctionner nos systèmes est vraiment encore vraiment pertinente pour nos besoins de culture. Donc, de se poser la question, de faire ses devoirs, puis un peu de se remettre en question là, d'une année après l'autre, puis de voir à tout le temps se mettre à jour, puis s'assurer d'avoir les appareils qui rencontrent nos besoins. Il faut penser que c'est l'humain qui est derrière les systèmes et non le contraire. C'est nous qui avons justement un peu donné la ligne directrice à tout ça. Densification, type de sol aussi, ça peut être intéressant à regarder pour les projets de thermopompes. Donc, ben, les boucles énergétiques aussi, ça peut être considéré pour les différents bâtiments. Donc, différentes approches qui peuvent être intéressantes. Je vais vous laisser lire par rapport à ça. Conseils puis recommandations, ben, ça peut être intéressant d'avoir un appareil qui a une puissance qui convient aux besoins de chauffage, climatisation. Excusez-moi, ils ont mis un petit Z tout le temps, là, mais c'est un S qui se pose là. Considérer les besoins des cultures, besoins puis période de l'année, jumelage à un second système de chauffage en climat froid. Là, nous, on n'est pas vraiment en climat tempéré. Là, on a vraiment besoin d'aller chercher un second système. Cibler les cocktails de solutions qui sont les plus adéquates pour nos différents types de projets. Utiliser la solution de thermopompe aussi. Considérer la température minimale de fonctionnement. Avoir des thermopompes qui sont très hautes, qui ont une très haute efficacité pour faire des économies quand même d'envergure. Avoir un coefficient de performance qui est intéressant. La puissance, puis la marque, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre des modèles aujourd'hui, puis vous vendre des marques. Là. Vous pouvez vous tourner vers différents distributeurs, puis eux vont pouvoir faire la comparaison des différents systèmes, puis peut-être vous orienter davantage vers certaines approches, mais c'est sûr que vous allez devoir leur fournir de l'information, faire vos devoirs de votre côté, ficeler votre projet, puis être en mesure de dire, ben voici, c'est quoi je veux faire pousser, c'est quoi les températures optimales, je veux faire tel type d'activité de telle période à telle période dans la salle. Puis ça va être important de le nommer. Ce n'est pas les gens qui sont nécessairement des distributeurs de thermopompes qui vont être en mesure de faire ce bout de chemin-là à votre place. Je pense que c'est important que vous soyez en mesure de fournir l'information. Puis aussi, en même temps, ça peut être intéressant de voir à caractériser votre environnement, voir c'est quoi les systèmes déjà peut-être qui sont en place pour ventilation, chauffage et autres. Et c'est sûr qu'une personne doit se déplacer sur le terrain pour avoir une meilleure compréhension et avoir une vision aussi 360. Moi, c'est toujours cette approche-là que j'ai quand justement j'essaie de parler d'économie d'énergie pour des projets de serre, de voir comment on peut peut-être travailler en collaboration aussi avec d'autres acteurs dans son environnement, puis peut-être faire des synergies industrielles ou autres, là, ou même entre producteurs. Donc, ça peut être intéressant quand on essaie de trouver des solutions qui sont adaptées à l'environnement. Donc, ici, c'est juste des noms d'entreprises qu'on voit en dessous, mais encore là, je ne suis pas là pour vous vendre ces produits-là spécifiquement. Je vous laisserai au bon soin des distributeurs. Ça peut être intéressant aussi de tenir compte des objectifs du projet, puis d'avoir des options de dégivrage, bon emplacement pour les modules extérieurs, considération des exigences climatiques, puis d'avoir vraiment un produit qui est pensé en fonction vraiment de vos besoins là, par rapport à l'installation, par rapport à l'espace que vous avez à chauffer ou climatiser. Donc, ça peut vraiment varier. Il n'y a pas de formule précise, c'est ça que je posais la question au distributeur. C'est ça, tu n'as pas de format tout le temps qui est comme passe-partout qui va aller pour toutes les serres, que ce soit des serres jumelées ou que ce soit des serres individuelles. C'est tout le temps un peu du cas par cas, puis les coûts peuvent varier quand même, là. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Les aides financières, bon, on a le Fonds Écolidar pour de l'accompagnement, notamment programme énergie renouvelable, préchauffage solaire. Supposons que vous voudriez vous tourner peut-être vers un petit bâtiment qui
permettrait de garder votre thermopompe dans un environnement donc, chauffé à une certaine température. Programme d'efficacité énergétique, innovation efficace, diagnostic mise en serre efficace, études et implantations, ça peut être intéressant. Il y a des fournisseurs d'énergie qui, bien entendu, vous permettent de profiter de certains programmes, mais il faut être déjà leur client. Éco-Performance, je les ai appelés récemment, puis ils me disaient que ben, justement, les thermopompes, c'était une avenue qui était intéressante, puis qu'eux pouvaient justement proposer de l'aide financière à cet effet-là, mais il fallait faire affaire avec aussi le programme Solutions efficaces volet agricole d'Hydro-Québec. Volet agricole ici, programme d'accès au triphasé, ben, je pense que c'est nécessaire, voire important. J'ai parlé avec des distributeurs. On me disait que certains produits dans les thermopompes nécessitaient pas nécessairement le triphasé, mais bon, ça reste que plus on a accès à ça, mieux ça peut être intéressant parce qu'éventuellement, on veut se tourner peut-être vers tel type d'approche de technologie, puis ben, éventuellement, on ne veut pas se limiter. Donc, l'accès au triphasé, ben, je pense que ça va de soi. Aide financière, ben ça, on voit, c'est des exemples. Là, Hydro-Québec a aidé à financer l'installation de thermopompes aérothermiques dans un cadre d'un certain projet. Ici, installation de 3 thermopompes géothermiques couplées à un réservoir d'hydroaccumulation. Ici, ben, on parle de thermopompes couplées à un réservoir d'hydroaccumulation, puis d'éclairage photosynthèse d'ailes. Donc, on parle beaucoup en ce moment des aides d'hydro, comme justement les thermopompes, que ce soit aérothermiques ou géothermiques, réservoir d'hydroaccumulation, l'éclairage d'ailes aussi qui peut être intéressant à considérer. Donc, ça ici, c'est de l'information sur justement ces aides-là financières pour les projets. Malheureusement, on ne voit pas nécessairement le nom des projets où ont été mis de l'avant ces aides-là, mais vous pouvez certainement contacter Hydro-Québec pour avoir davantage d'informations. Mais ici, déjà, on voit de l'information, ça peut donner quand même certains exemples. Je ne veux pas qu'on s'attarde trop ici. J'aimerais ça qu'on aille vers des projets de producteurs qui ont mis de l'avant justement les thermopompes. Donc, je laisserai pouvoir retourner à ça puis lire. Ce que j'aimerais qu'on puisse considérer, c'est les variables en fonction des différents aspects qui font en sorte que ça va jouer sur le coût. C'est sûr, il y a le format de l'unité, quantité d'unité. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir plusieurs, le type de thermopompe? Est-ce que c'est aérothermique, géothermique? Marque, modèle, éléments d'installation, travail du site aussi, c'est à considérer. Le travail du site, c'est important là, avant d'implanter le projet. Puis aussi le service d'accompagnement, je pense que ça peut aussi faire partie du coût. Ça doit être quand même considéré. Donc, quand vous faites un montage financier, vous voulez aller demander une demande de financement, bien, je pense que c'est important de segmenter les coûts, puis d'être en mesure de pouvoir mettre de l'information le plus possible, puis de ventiler votre budget. Ça permet de montrer que vous êtes sérieux dans votre démarche, que vous avez une compréhension, que vous ne pouvez pas juste nécessairement vous déposer entre les mains d'un bailleur de fonds, puis qu'il y a différentes personnes, différents groupes, programmes qui vont pouvoir vous aider à aller chercher du financement. Donc ça, généralement, ça rassure les bailleurs de fonds que vous ayez fait vos devoirs, puis que vous soyez en mesure d'aller cogner à différentes portes. Donc, ici, c'est des exemples qu'on a quand même ciblés, quoi, pied de céleri. Les Serres de la Vallière, ça, c'est dans le Boussorel. Cactus Fleuri, c'est Sainte-Marie-Madeleine, c'est Montérégie. Puis la vallée du Moulin, centre du Québec. On n'a pas toujours été en mesure d'aller chercher toute la même information, soit parce que c'est pas disponible, soit parce que les gens ont un souci de garder une certaine confidentialité dans l'information, ou des fois, ça peut être des projets qui sont encore récents, puis le data n'est pas assez présent pour qu'on puisse avoir beaucoup d'informations fournies, puis parfois, ben, c'est ça, c'est de la confidentialité, là, puis on ne veut pas tout de suite fournir toute l'information à l'extérieur, on veut aller valider certaines choses, certaines approches. Donc, c'est pour ça que des fois, on n'a pas toujours l'information. Donc, COP, pied-de-cerise, c'est nos serres. Donc, c'est de culture, tomates, verdurette, mesclun. Donc, c'est serres individuelles de 35 par 100 pieds carrés. Eux, c'est pas mal début de printemps à octobre. Et puis, ben, c'est des planches de culture. Donc, les défis qu'ils ont rencontrés, c'est l'appel de puissance, réponse rapide pour aller atteindre certaines températures.
Et puis, climatisation avec les thermopompes, ils se sont rendus compte que peut-être que finalement, c'était pas nécessairement nécessaire, ou du moins c'était encore à valider. Ils se sont rendus compte que ben, déjà leur approche un petit peu plus simple au niveau de la ventilation, c'était intéressant. Ils nous ont parlé de côté ouvrant. Ben, en fait, on est au courant du dossier, puis c'est ça, pression positive. Puis, ben, peut-être que la thermopompe, c'était intéressant, mais à certains moments, parce qu'il y avait vraiment des grosses canicules, mais encore là, souvent, ils réussissaient à passer à côté du fait de s'en servir. Puis, se sont ramassés à avoir des excédents là, ou déshumidifiés, donc ils étaient capables d'aller chercher de l'eau. On parlait de 50 litres d'eau à l'heure. Puis pour les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir se servir de cette quantité d'eau-là pour nécessairement assurer leurs besoins d'irrigation, ben, comme Mathieu à qui j'ai parlé avant-hier me disait, ben, dans le fond, c'est pas assez constant pour aller chercher cette quantité d'eau-là puis dire qu'on va se baser là-dessus. Donc, c'est bien dans la littérature, mais dans les faits, ben, il faut quand même faire la part des choses. Donc, eux, c'est ça, c'est deux thermopompes distinctes qui ont été chercher air-air, donc réchauffer l'air à l'intérieur de la serre par l'air extérieur, par la chaleur qu'ils sont capables d'aller capter dans l'air extérieur. Donc, c'est deux thermopompes de 15 tonnes chacune. Et ben, ils ont chauffage, refroidissement, déshumidification. Leur approche, ce qu'ils sont dit, c'est qu'on va vraiment aller se tourner davantage vers la thermopompe pour répondre à presque l'ensemble de nos besoins et aller chercher un peu de propane pour la balance. Et les avantages ben, qu'ils ont vus à intégrer les thermopompes, ben, c'était l'aide financière qui était présente. Le propriétaire, c'était un électromécanicien de formation qui était très, très motivé à travailler sur son projet aussi, là. Il y avait du clé en main, beaucoup, là, puis il a fait affaire avec la firme d'ingénierie Gobet Dion Associés, puis avec le ProOn pour l'installation, Groupe Master pour l'accès aux thermopompes, mais ça reste qu'ils ont mis la main à la pâte aussi. Donc, le coût, c'était plus ou moins 138 000, mais c'est sûr que, bon, comme ils disaient, ça reste comme grosso modo, là. Ils ne voulaient pas que les gens s'arrêtent sur cette idée-là que nécessairement, dans tous les cas, ça va coûter ça. C'est sûr qu'il y a eu quand même une aide financière intéressante. Ceci étant dit, ce que Mathieu m'avait parlé comme aussi difficulté, puis je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant, c'est qu'eux veulent se tourner davantage vers une culture nordique. Donc, de pouvoir faire de la production de légumes-feuilles, par exemple, à des températures plus basses, puis maintenir la température très basse dans la serre. Mais la façon que ça fonctionne avec la thermopompe, c'est que oui, tu peux la faire fonctionner à une température basse, quand même assez basse. Comme on parlait, il y a une limite de température tantôt, mais ça reste qu'il y a ici un minimum de température que tu veux pouvoir peut-être aller chercher dans ta serre. Comme il parlait d'autour de 3 degrés, par exemple, pour certaines cultures. Puis, dès qu'il allait activer les thermopompes, mais il ne pouvait pas rencontrer ce minimum-là, qui est plus bas. Ce que lui cherchait, c'est plus bas que ce que la thermopompe pouvait nécessairement offrir. Donc, ce qu'on en est venu peut-être à la conclusion en discutant, c'est que peut-être que ça peut être intéressant d'avoir d'autres approches pour ce type de culture-là qui est plus froide ou de peut-être pas activer thermopompe, quoique, ben, à certains moments, il doit avoir besoin quand même d'avoir un apport en chauffage. Donc, peut-être d'avoir autre chose. C'est sûr d'avoir peut-être couverture flottante, puis juste une certaine autre approche là, pour le chauffage, mais enfin, c'est ça, on était en train de discuter puis de brasser des idées ensemble, mais c'est ça, on s'est dit peut-être que la thermopompe est bonne dans certaines circonstances, mais que dans des contextes très spécifiques, ben, peut-être qu'on garderait une approche un peu plus traditionnelle. Donc, c'est ça qu'on discute. Puis, je pense que ça peut être intéressant d'explorer différentes approches. C'est pas parce que vous avez un projet que nécessairement tout ce qui est culture sous abri doit être abordé de la même manière. Donc, ça dépend toujours de votre compréhension des besoins des cultures. Ça, je pense que c'est vous qui allez être emmené à pouvoir faire partie de la solution, puis à aller développer les solutions, parce que vous êtes peut-être les personnes les mieux placées, en fait, pour avoir une compréhension des conditions dans lesquelles vous allez faire pousser vos végétaux,
puis selon les périodes aussi de l'année. Donc, je pense que ça peut être important d'avoir différents acteurs qui discutent des solutions et des scénarios à appliquer. Les Sœurs Lavalière, ben aussi, c'est notre client. Donc, eux, c'est Presse d'intérieur, maintenant là-dessus. 4 sœurs jumelées de 30 par 100 pieds carrés. Donc là, on est rendu à 12 000 pieds carrés. Ils ont commencé par 2 sœurs. Après ça, ils ont rapidement, après la première année, agrandi à 4 sœurs. Donc, la période, c'est novembre à juin. Installation de gouttière à fraises suspendue, du moins pour le volet des fraises. Rendement de 10 le mètre carré, 5 000 kg de fraises en 2004. Système de chauffage thermopompe RR. Donc, Hitachi, c'est intéressant pour eux parce que c'est des serres jumelées, c'est en hauteur. Et puis, justement, on peut les avoir en hauteur, notamment ce modèle-là. Donc, c'est un système par chapelle, 14 000 tonnes. On voit ici concentration de BTU, puis il y a aussi un ajout de propane, système d'éclairage ODEL. Donc, on voit que c'est une autre réalité. Donc, il faut vraiment toujours regarder de où on part, puis c'est quoi nos besoins, puis de faire le dimensionnement, puis les bons choix selon notre projet. Donc, les coûts quand même de ce projet-là, je les ai vus un peu passer, mais j'avais un bémol par rapport à l'information que j'ai vue, puis j'ai préféré pas trop m'aventurer dans les coûts. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec Magali, qui est la propriétaire du projet. Donc, vous pouvez la contacter si elle veut s'ouvrir sur les coûts que ça lui a coûté. Ben, elle a bien beau, elle vous en parlera. Sinon, Cactus Fleuri à Sainte-Marie-Madeleine, ben, c'est 2 ponts, donc aéro plus gaz naturel, dalle de béton, batterie thermique, avec des réseaux de tuyaux à fluide caloporteur. Donc, il y a eu une première ajout thermopompe en 2020 et puis par la suite en 2021. Donc, une qui était plus qui servait pour justement travailler de concert avec la batterie thermique. Et puis l'autre qui est située comme à l'extérieur. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. C'est sûr qu'on discutait avec Groupe Master puis avec d'autres personnes, mais c'était dans les early adapters pour ce type d'approche-là, d'avoir les thermopompes en serre. Donc, vraiment, leur approche, c'est de stocker l'excédent de chaleur durant le jour, donc la chaleur de la serre qui était en excédent, puis de pouvoir faire un fonctionnement inversé la nuit, donc restituer la chaleur qui avait été accumulée pendant le jour. Puis, selon ce que j'avais vu puis discuté avec eux, 30 des besoins ont été rencontrés par l'électricité, puis le restant était rencontré par, ben, c'est ça, dans le fond, le gaz naturel notamment. Donc, ben, il y a eu différentes étapes pour l'installation des systèmes de thermopompe, donc système de récupération de chaleur, mise en marche du système de récupération de chaleur, analyse des résultats, mesurage. Donc, comparaison des résultats, puis analyse de ces résultats-là. Donc, c'est important, je pense, de suivre les différentes étapes. Puis en même temps, quand vous êtes dans une démarche sérieuse, puis vous êtes en mesure de faire l'analyse, ben, ça permet d'aider à la recherche et développement, puis de trouver les scénarios les plus pertinents, puis sans toujours avoir des scénarios identiques d'une place à l'autre. Parce que souvent, c'est des scénarios qui sont sur mesure, bien, ça peut être intéressant de pouvoir se comparer, puis de faire réfléchir, puis d'apporter une amélioration au futur projet. Là, on est dans les premières générations de projets, mais éventuellement, on va arriver à des générations autres, puis ben, c'est toujours de dire que on fait ça pour la prospérité, puis on améliore les projets d'une génération à l'autre. Donc, défi ici, communication entre les intervenants, expertise pour compréhension des enjeux, panneau de contrôle qui avait été apparemment une problématique. C'est ça que j'avais eu vent en discutant avec un distributeur de produits. Sécurité d'approvisionnement qui peut être un frein majeur aussi, dans le sens où, ben, si tu ne peux pas réussir à rencontrer 100% de tes besoins. Je veux dire, ça ne prend pas de temps qu'en plein hiver, ben, une culture peut être très, très à risque de dépérir. Donc, c'est vraiment quand même important. Puis moi, ben, c'est sûr, je me pose la question par rapport aux tarifs préférentiels où, ben, à certains moments, ben, il faut que tu te limites au niveau de ta consommation d'énergie. Ben, tu ne peux pas vraiment te permettre d'arrêter, dans certains cas, ton chauffage. Fait que, tu sais, est-ce que vraiment, ben, c'est ça, il n'y a pas moyen de revoir notre approvisionnement au-delà de ce que Hydro-Québec peut nous offrir? En tout cas, ça mijote beaucoup dans ma tête en ce moment, là, puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. On est là pour construire des solutions ensemble.
La vallée du Moulin, ben, c'est ça, c'est un producteur de figues. J'ai parlé beaucoup à ce monsieur-là, qui est un ingénieur vraiment passionnant, là. On a eu des très bonnes discussions. Puis lui, ben, vraiment, son projet d'intégrer les énergies renouvelables, mais aussi les thermopompes dans ses serres, ben, c'est vraiment, il veut faire un laboratoire, puis voir les différentes approches. Puis c'est ça, c'est très, très récent, son projet. Donc, ce qu'il me disait, c'est viens me visiter après Noël. Je vais avoir déjà du data. Et pour l'instant, j'en ai pas tant. C'est pas aussi intéressant que si tu repasses plus tard. Puis ben, en même temps, tu vas pouvoir venir voir nos différentes approches. Donc, eux, c'est ben, les thermopompes, plancher, murs radiants, biomasse, panneaux photovoltaïques, table inondante. Personnellement, je crois beaucoup en la diversification des sources d'énergie, de composer avec le potentiel et l'accessibilité de ces dernières-là dans notre environnement. Je pense que ça prend un bouquet énergétique. Puis le mot bouquet énergétique, c'est même pas moi qui l'ai inventé. Ça existe, cette expression-là, en fait. Ça prend différents approvisionnements énergétiques pour combler nos besoins et pas aller piocher tout le temps au même endroit. Puis je pense que là, on va arriver à peut-être des solutions intéressantes. Et je pense qu'en discutant avec lui, lui aussi de cet avis-là. Et ils font même aussi un petit barrage hydroélectrique, là, c'est ça qu'il m'expliquait. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller voir son projet. Donc, lui, c'est ça, il fonctionne avec aussi un fonctionnement inversé la nuit, restitue la chaleur, diminue les besoins en chauffage, emploi d'énergie renouvelable, récupération de l'eau de pluie et de la neige, éviter des pertes thermiques de 30 par la déshumidification. Lui, il avait pour son dire, les thermopompes peuvent favoriser la déshumidification. Pourquoi on ne s'en sert pas aussi pour ça? Et il se disait ben, que c'était un peu peut-être du n'importe quoi de tout le temps avoir à ouvrir les volets ou, par exemple, le toit ouvrant, puis qu'on avait beaucoup de pertes thermiques, pertes de chaleur à cause de notre besoin de déshumidification, puis peut-être de ne pas toujours avoir la bonne approche. Donc, lui, c'est ça, lui veut travailler notamment là-dessus. Puis avec des algorithmes intelligents aussi, ben, c'est ça, il veut ajouter le côté high-tech au projet. Donc, j'ai trouvé son approche intéressante. Puis, c'est ça, il travaille pas juste en silo, mais il travaille avec différentes entreprises, notamment Hydro-Québec, mais c'est ça, je pense qu'il ne pouvait pas fournir toute l'information pour l'instant. Il y avait comme un besoin de faire certaines demandes pour pouvoir divulguer certaines informations. Puis je comprends, le projet est encore à une étape test, donc éventuellement, on devrait avoir davantage d'informations à fournir par rapport à ce projet-là. J'essaie de pouvoir les documenter très bientôt et je vais pouvoir partager ça avec le plus grand intérêt. Donc, ici, c'est juste une idée, un peu un schéma de comment sa perception de la chose à M. Proux, qui est le propriétaire du projet avec sa famille. Et puis, ben, c'est ça, en fait, juste pour vous parler de Tessie, ben, nous, on a intérêt à éduquer et accompagner pour des projets de serre qui sont plus durables. Donc, on se mobilise au niveau des clients, que ce soit en milieu institutionnel, milieu commercial ou des maraîchers. On pense que notre force, ben, c'est vraiment notre expérience en lien avec les serres durables. On est accompagné de différentes entreprises, différents experts pour justement tout ce qui est la question horticole puis l'efficacité énergétique. On pense que les projets qui vont être les plus pérennes puis qui vont pouvoir rencontrer les préoccupations, les défis, les enjeux environnementaux et contemporains actuels, ben, c'est vraiment d'avoir cette approche-là 360 degrés. Là. Quand on fait des projets de serre, pas juste dire on implante une serre en endroit, mais on a vraiment réfléchi aux différents aspects et de regarder la serre avec une approche plus holistique peut-être. Donc, voilà, ben, présentation des services accompagnement, formation, conférence, évaluation de serre, autant des audits énergétiques. Donc, plus simple, mais à la portée des producteurs. Puis aussi de voir ben, en amont, est-ce que le projet a bien été ficelé? Est-ce qu'il y a des éléments peut-être qui n'ont pas été assez développés ou pensés en amont? On veut s'assurer que vos projets soient le mieux développés possible et le plus rapidement opérationnel en fonction de vos besoins. Donc, voilà, mais j'espère que ça vous a plu comme présentation. Je vais arrêter de partager mon écran. Il y a un sondage à la fin de la présentation
En fait, Maxime, veux-tu qu'on présente le sondage maintenant, puis Exact. Oui, ben je vais réenchérir. Merci beaucoup, en fait, ça fait Natacha, sur cette plaisir. présentation. C'était vraiment. J'arrête le partage maintenant. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, je viens d'ajouter dans le chat, justement, si vous en voulez en apprendre davantage, on a un petit formulaire pour prendre un petit rendez-vous là, avec Natacha. Par la suite, si vous avez des questions, peu importe là, concernant tout ce qui est thermopompe ou même sur nos services, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je vais rajouter aussi dans le chat présentement. C'est un petit formulaire super simple. C'est toujours Office de amélioration continue sur nos prochains webinaires et tout ça, des petites questions super simples. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez y répondre. C'est maintenant la période de questions. Donc, si vous avez des questions, peu importe, vous pouvez simplement lever la main. Peut-être juste un point que j'avais oublié de dire au départ. Pendant la présentation, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre projet par projet puis dire, ben voici, on va prendre tout le temps de questions pour répondre à ton projet à toi, par exemple, personne qui demande une question, mais on peut parler de manière plus générale. Puis aussi, ce qu'il faut penser, c'est qu'on ne vient pas tous du même milieu. Et c'est pas nécessairement évident de parler d'un sujet comme ça où les gens viennent complètement de milieux différents. Donc, il fallait essayer de trouver un peu la médiane pour être en mesure d'aborder le sujet. C'est des choses auxquelles je suis pas en mesure de répondre. Je peux trouver l'information, puis dans un second temps, on trouvera moyen de répondre à vos questions par le courriel parce qu'on va vous envoyer un lien de la présentation. Puis aussi, je n'ai pas la science infuse, mais ça me fait plaisir d'essayer de répondre à vos questions du mieux possible. Exact, exact. Donc, comme Natacha vient de mentionner, suite au webinaire, dans les heures qui suivent, je vais envoyer un courriel avec toute l'information, justement un lien pour revoir le webinaire et tout ça, et le lien aussi du PowerPoint, tout ce qui est sur les aspects d'aide financière avec les liens cliquables et tout ça vont pouvoir être cliqués, pouvoir par la suite revoir un peu la présentation. Si vous avez toujours des questions, c'est la période. Vous pouvez simplement lever la main. Je peux sinon activer votre micro et vous pouvez poser la question de vive voix, donc ça va nous faire plaisir. On va attendre environ là, 2 à 3 minutes là, pour les questions et tout ça. On avait une question dans le chat, mais elle a été répondue là, OK, par c'était la quoi la suite. question? On avait une question qui a été répondue en OK, fait par OK. Sébastien. Bon, je peux la reposer comme ça va aussi. OK, mais Si ça a jamais répondu, je vais pas le répondre, mais je si serais curieuse de voir. non, mais elle a été répondue peut-être par quelqu'un de l'externe. Donc, en fait, la question, c'était la personne aimerait savoir la profondeur minimale, selon nous, pour un système géothermique avec des puits horizontaux. Est-ce que c'est quelque Ah, ben ça. chose qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, en fait, et tout ça? Ben, je sais qu'il y en a qui participent au projet pour l'excavation, mais puis, tu sais, j'ai vu différentes personnes faire tantôt. Puis, tu sais, quand je faisais ma maîtrise, j'avais accompagné dans le cadre d'un projet de centre à passé l'Université de Sherbrooke. On parlait déjà des thermopompes dans ce temps-là. Mais c'est ça, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à essayer comme justement de voir comment avec des compagnies extérieures ils peuvent mettre en place leur système. Mais c'est sûr qu'on suggère toujours d'avoir vraiment en fait des installateurs qui sont certifiés, là. Mais peut-être que le travail du terrain, il y a une partie que vous pouvez faire vous-même, là. Ça serait toujours de voir avec la municipalité puis l'emplacement, là. Mais c'est ça, il y a toujours une petite partie peut-être qui peut être faite par vous-même, mais tu sais, il y a quand même des risques, puis je veux dire, juste comme le fluide frigorigène, ben, je veux dire, ça reste qu'on veut éviter les pertes de ça, puis je veux dire, quand même beaucoup d'aspects à considérer, puis moi, je ne me lancerai pas dans toutes les étapes de ça par moi-même, puis je pense pas que ça soit non plus nécessairement quelque chose que vous vouliez essayer de faire vous-même. En fait. Mais c'est ça, puis pour la profondeur, ben ça, je l'ai mentionné dans les slides. Ça reste que bon, il y a beaucoup d'informations, mais par rapport au résidentiel, donc c'est sûr qu'éventuellement, plus on va aller vers des projets qui vont être établis, plus que peut-être qu'il va y avoir de l'information qui va tendre à bouger, c'est pour donner une idée. Mais ça reste que quand même, on sait qu'à une certaine température, on peut aller chercher, je donne une certaine profondeur, on peut aller chercher certaines températures puis ça peut être intéressant. Puis c'est ce qu'on a vu dans l'industrie, mais ça reste qu'après ça, ben, c'est adapté, je pense, en fonction du projet. Je viens de voir qu'on a une nouvelle question, en fait, Oui. de Yann, qui est quel est l'élément qui limite le fonctionnement à basse température? Le frigo fonctionne pourtant bien à 4 degrés.
Le frigo. Ben, en fait, c'est quoi l'élément qui limite le fonctionnement à basse température? C'est frigidaire, c'est frigo, fonctionne pourtant bien à 4 degrés Celsius. OK, ben, c'est sûr que par rapport au modèle, il y a toujours, comme on parlait, de la température minimale. Puis justement, quand on a notre thème, si on veut, notre, comment je peux dire, notre module extérieur, ben, souvent, on va vouloir s'en servir dans un environnement qui va être beaucoup plus froid. J'ai l'impression que c'est vraiment par rapport peut-être au fluide, justement, à quel niveau il va arriver quand il va comment je peux dire, quand il va changer, si on veut, de phase, puis qu'il va devenir au niveau gazier, niveau gaz, puis qu'après ça, ben, éventuellement, tu vas aller vers le compresseur pour le chauffer une seconde fois. Rendu là, je ne peux pas te donner toute l'information, mais j'essaie de réfléchir moi-même. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout l'ensemble de ta question, tu m'excuseras. Peut-être que je peux te reparler en vrai, juste pour m'assurer que je réponds à ta question ou pas. Ou c'est plus pour. Oui. Comme je dis, j'ai pas la science infuse non plus à tout, malheureusement, mais en même temps, j'apprends aussi encore beaucoup. Je pense que Xavier avait une question. Oui, Xavier, avant, il y avait une réponse dans. Ça va bien long, Xavier, on va être à toi dans peu d'instants. Là. Il y avait une réponse, il y avait une question avant un peu dans le chat là, de Charles Saint-Arnaud. Euh, En fait, ça fait plusieurs fois qu'il fait des soumissions pour des thermopompes pour remplacer son chauffage d'appoint électrique pour deux de ses serres qui ne sont pas alimentées triphasées. Il y a 85 AMP disponibles par serre. Il chauffe avec des fournaises à air chaud domestiques de 20 kWh présentement. Malgré que les thermopompes aient un COP de 2 à 4, personne ne veut vendre un équipement ayant une capacité de chauffage supérieure à ce qu'il y a présentement dans ces fournaises à air. Personne n'est capable de m'expliquer pourquoi. Est-ce qu'on a une idée ou une idée de sa réponse à sa question? il y avait un élément que j'avais vu dans l'information qu'il avait fourni. Il faudrait juste que je le retourne voir dans. Je serais visuel, là. OK, Charles Saint-Arnaud, ça fait plusieurs fois que je le fais sur scène. J'aurais peut-être l'impression que c'est notamment parce que justement à cause du fait qu'il n'est pas au triphasé. Je ne pourrais pas totalement te le dire, mais je sais juste qu'il y a tellement comme pas beaucoup de gens qui se lancent là-dedans que des fois les gens sont juste pas comme habilités, si on veut. C'est sûr que si tu veux. Personnellement. Peut-être parce que la demande serait plus importante pour. Je dirais qu'on s'en reparle peut-être ensemble. Je pourrais revenir par rapport à ça parce que j'ai comme différentes choses qui me viennent en tête. Fait que je ne sais pas si Charles, tu es à l'aise qu'on s'en reparle dans un second temps. Xavier, si tu veux, j'ai activé ton micro. Tu vas pouvoir poser ta question. Merci, Oui, alors j'étais Xavier. sur l'autre écran. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, Natacha, c'est super. Moi, j'avais une question au niveau des thermopompes. Tantôt, on parlait de chauffage, de refroidissement, mais aussi de déshumidification. Est-ce que toutes les thermopompes peuvent faire à la fois aussi la déshumidification ou c'est comme une option, des choses de plus dans la thermopompe? J'imagine que ça va nécessiter des tuyaux, certainement avec la serre, qui vont être différents là, pour aller récupérer la, l'air humide de la serre, mais la thermopompe en tant que telle, est-ce que de base, elle a cette option-là de toujours pouvoir avoir un canal où ça vient condenser l'air puis avoir la fonction de déshumidification? C'est selon l'information que j'ai eue, parce que j'en ai parlé avec justement Mathieu, pas pied de série. Puis c'est ça, lui, quand il a initié son projet de thermopompe, il avait opté pour même pas avoir l'option de déshumidification, puis
climatisation. Puis là, il l'a fait rajouter par la suite. Puis là, ben, ça demandait à ce qu'il y ait des ajouts au niveau, justement, tuyauterie et autres, là, tout ce qui est l'appareillage. Puis, ben, c'est sûr, ça avait des coûts supplémentaires, mais c'est ça, finalement, ce que ça lui servait vraiment dans sa situation, c'était pas tant. Fait que finalement, c'est des coûts supplémentaires qui auraient pu être potentiellement évités. J'ai pas la réponse à tout au niveau technique, c'est des choses que c'est plus vraiment les techniciens, puis c'est même pas nécessairement toujours les distributeurs qui peuvent vous renseigner. Là. Il y a des choses que je ne préparais pas trop m'aventurer, mais ça ne semblait pas être une option par défaut. Mais c'est sûr qu'en même temps, je veux dire, si tu, comment je peux dire, ça baisse ta température. Je vais me garder, j'ai comme tout, je m'excuse, j'ai vraiment 1 million d'affaires en tête qui me vient en ce moment. Je préfère comme me tourner la langue cette fois avant de parler, mais je pourrais vous revenir là-dessus. Merci. Je suis désolée, je suis comme pleine d'idées en tête en ce moment. Il faut que je rationalise tout ce qui se passe dans ma tête. Puis, sinon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois ici. Je vais pouvoir activer votre micro, Daniel. Attends, je vois quelque chose qui est intéressant. Pour les systèmes horizontaux, il faut distinguer les systèmes à expansion directe du réfrigérant, ne pas promouvoir, selon moi, des systèmes au propylène glycol qui sont très simples à installer. Juste dire par rapport, justement, le fluide frigorigène qu'on m'expliquait récemment, il va y avoir comme une tendance à partir de 2025 à ce que le fluide frigorigène soit considéré comme un fluide passablement inflammable. Là. Je parlais avec justement le représentant pour Groupe Master, puis ce qu'il me disait, c'est que il va y avoir beaucoup de choses qui vont être devoir revues. Tu sais, ce qu'on parle en ce moment, ben, je veux dire, il y a la base, puis ce qui est là, mais je veux dire, ça reste qu'il y a beaucoup d'aspects qui vont devoir être revus par rapport à ce fluide-là. Je ne me rappelle pas c'est quoi qu'on m'avait dit que ça serait nécessairement. Il faudrait que je retourne peut-être dans mes notes, là, parce que j'ai beaucoup de notes de prise, mais c'est sûr que dans tous les cas, il faut quand même voir, faire attention, au moins minimalement, nos installations, à les avoir quand même conçues de manière sécuritaire, là, comme je disais tantôt. Là. C'est ça. Puis je pense que le fluide frigorigène, ben, c'est important. Pas le fluide frigorigène, mais le glycol pour le côté, justement, pour ne pas geler aussi. Si on veut maintenir les salles à une certaine température, puis si ces systèmes sont mis en place, mais que finalement, ce que dans les tuyaux, ça peut geler, ben ça, c'est pas très intéressant. Puis ça, c'est que ce soit pour du résidentiel, n'importe quel bâtiment. Je pense qu'il faut quand même avoir ces considérations-là, de voir c'est quoi l'usage qu'on en fait. Est-ce que ce qui est mis en place, c'est vraiment la bonne approche? Donc, vous pouvez aller lire sur le sujet, je pourrais vous partager la documentation. Là, on en parlait dans le cours justement sur les maisons saines que j'ai enseigné cette session à l'université, justement de ces enjeux-là aussi. Daniel, j'ai ouvert votre micro si vous désirez. C'est juste un ajout à la question qu'il y avait tout à l'heure, c'est que moi, j'utilise Question les ou thermopompes. réponse, Daniel? C'est juste un ajout à OK, la OK. question qui a été posée, question humidité, chauffage et refroidissement. C'est que moi, j'utilise une thermopompe personnellement et le technicien m'expliquait que dans les deux cas, que ce soit en chauffage ou en refroidissement, il y a toujours un cycle de déshumidification qui se fait parce qu'il y a un senseur qui va toujours calculer pour qu'on ait toujours le bon niveau d'air. Donc, en chauffage, pour que ce soit plus efficace parce que chauffer de l'humidité, ça coûte cher. Puis en refroidissement, ben, plus c'est humide, plus on n'est pas à l'aise. Et même principe que quand on va dans un centre d'achat où il y a dans une épicerie où il y a des gros réfrigérateurs, c'est froid parce que c'est humide. Donc, c'est un peu ce qu'il m'expliquait. Donc, théoriquement, que ce soit en chauffage ou en refroidissement, la thermopompe, elle va toujours faire de la déshumidification dans les deux cas. C'est juste cette info-là que je voulais fournir. Ben, il faut quand même qu'elle soit couplée aussi avec c'était pour ça, tu sais, moi j'ai tout ça à la maison, mais ça reste qu'il faut que j'active vraiment système complémentaire de ventilation pour faire en sorte que je puisse avoir une certaine déshumidification de fait, là. Ça produit beaucoup d'eau chez nous, mais j'ai l'impression que c'est, puis selon ce que j'ai vu ou ce que j'ai compris en parlant avec des gens, il faut vraiment, dans le fond, voir à le mettre dans ce mode-là aussi. Dans le sens qu'il vient par défaut, mais il faut comme
s'assurer d'avoir bien parti sa ventilation. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui peut être discuté peut-être par courriel dans un second temps, mais c'est intéressant. Ce que tu dis en passant, Daniel, c'est mon collègue, on a travaillé sur un guide d'hivernisation pour les serres récemment qui devrait être éventuellement disponible, Maxime. Je sais pas si tu veux Oui, dire quelque chose exact. On est en train d'intéressant. de finaliser Ok. certains éléments, mais oui, effectivement, là, ça va être bientôt disponible. Non, je ne sais pas s'il y a S'il y a d'autres d'autres questions. questions, on va prendre d'autres questions, sinon on va terminer dans environ 2 à 3 minutes. Là. C'est les derniers instants. On a peut-être un petit peu débordé aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet quand même assez important là, et tout ça. Ah, Si vous avez désolé, on a débordé en effet. Si vous avez d'autres questions, là, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, comme je répète, on va vous envoyer par courriel toutes les informations avec le lien du webinaire pour avoir le tout et avec aussi un lien pour avoir accès au PowerPoint par la suite. Puis, peut-être aussi, si vous avez des projets en cours ou autre, ça peut être intéressant d'en parler avec vous parce que nous, dans le fond, tout ce qu'on recueille comme information, ben, ça peut être utile pour les gens après vous. Puis, je veux dire, c'est toujours d'être, comme je dis, dans une réflexion collective pour justement apporter des solutions sur la question du chauffage, puis en fait, la consommation d'énergie de manière générale dans les serres. Puis aussi de voir ben, tu sais, je sais pas moi, des scénarios gagnants où vous avez pu mettre de l'avant l'âge de différents types d'énergie. C'est intéressant de voir différents scénarios à différents endroits. Donc, ça permet de s'inspirer de ça. Donc, je pense qu'il y avait un dernier message. Bien, merci beaucoup. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être de préciser certaines choses. Puis, ce n'est que le début pour les thermopompes dans les serres. Merci beaucoup tout le monde. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on vous remercie Merci. d'avoir participé à notre webinaire. Soyez à l'affût. Si n'était pas le dernier, il va en avoir d'autres, c'est sûr, en 2025. Ce n'est vraiment que le début et l'évolution de nos fameux webinaires. Donc, on se voit en 2025 lors de notre prochain webinaire. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir.